Alors, on va commencer. Voilà. Alors bon, et c'est ça, il nous manque peut-être quelques participants, mais sans plus tarder, on va commencer. Alors officiellement, bonjour à tous. Au nom de Premier Continuum, merci énormément de vous joindre à nous aujourd'hui pour un nouveau webinaire de notre série Perspectives. Donc, comme vous allez le découvrir, nos sessions Perspectives sont un moment d'échange, de génération d'idées où on partage des solutions concrètes pour tous les professionnels de la résilience. Donc, moi, je m'appelle Marie-Hélène Boudreau-Picard, je suis conseillère principale en continuité et en résilience chez Premier Continuum. Et aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'animer notre webinaire sur les mythes et les réalités d'un bon plan de continuité. Donc, juste pour s'assurer que tout se déroulera bien aujourd'hui, j'aimerais souligner quelques petites consignes de base. Donc, premièrement, si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à valider que votre micro est bien éteint, mais n'hésitez pas à allumer votre caméra. Ensuite, veuillez noter que nous prendrons les questions à la fin du webinaire seulement. Vous pouvez les écrire dans le chat, mais on va seulement les faire lire et les poser à Hélène à la fin. Et finalement, vous allez tous recevoir l'enregistrement d'aujourd'hui ainsi que la présentation dans les prochains jours. Donc, aujourd'hui, je suis accompagnée de plusieurs de mes talentueux collègues chez Premier Continuum qui n'hésiteront pas également à se joindre à Hélène au niveau de la période de questions. Donc, et pour vous mettre un peu plus en contexte dans ce qu'on fait chez Premier Continuum, donc notre mission est de supporter les organisations à se préparer aux imprévus en augmentant leur résilience organisationnelle. Donc, depuis 25 ans, on soutient les organisations du Québec, du Canada et aussi de partout dans le monde grâce à nos 3 solutions complémentaires, donc des formations certifiées du Business Continuity Institute et d'ICOR. On offre également des services conseils et notre logiciel de gestion de la continuité et de la résilience, Parasolutions. Et aujourd'hui, nous recevons notre partenaire de longue date et instructrice agréée du Business Continuity Institute, Hélène Comeau. Donc, Hélène cumule plus de 25 ans d'expérience en continuité des activités et en gestion de crise dans le secteur des services financiers au Québec. Et au fil de sa carrière, elle a eu à gérer plusieurs crises majeures en étant autant impliquée sur le plan stratégique que sur le terrain. Hélène a également une expérience impressionnante, une vision très concrète des bonnes pratiques et de nombreuses anecdotes à partager. Donc, on est très chanceux de l'avoir avec nous aujourd'hui. Et sans plus tarder, je te laisse la parole, Hélène. Merci Marie-Hélène. Je vais partager mon écran. Ah, hop, elle est partie. Voilà, on juste petite Oui, on le voit bien. technicalité, on le voit bien. Donc, merci beaucoup Marie-Hélène. J'aimerais débuter par dire que ma présentation s'appuie sur un quart de siècle d'expérience que Marie-Hélène a dit, donc ça ne me rajeunit pas du tout. Et que j'ai appris que chaque situation est particulière. Donc, je vous invite à prendre ce partage d'expérience comme une source d'idées adaptée à votre propre réalité. Donc, commençons par le début, dans quelques concepts de base, là, dans le but de bien établir notre langage, notre compréhension commune là, pour cette présentation. Tout d'abord, qu'est-ce que la continuité des affaires? Ici, on ne parle pas juste de plan, là, mais de programme de continuité, de ce qu'on appelle le SMCA, là, donc le système de management de continuité des activités, qu'on verra un peu plus en détail plus tard. Donc, selon l'ISO 22301, c'est la capacité d'un organisme à poursuivre la livraison de produits et la fourniture de services dans des délais acceptables à une capacité prédéfinie durant une perturbation. Quelques gains. Donc, on va parler ici des gains pour l'organisation, d'avoir une organisation plus résiliente, meilleure connaissance des opérations de l'organisation, optimisation des processus, des solutions de continuité, des environnements de travail, une réponse rapide, efficace et crédible aux perturbations des activités de l'organisation et aussi pour préserver la réputation de l'organisation. Donc, page suivante. Je vais parler de quelques éléments clés. Donc, en amont, au préalable, là, avant de commencer à bâtir, créer ou à documenter son plan de continuité, son fameux PCA, il faut parler de certains éléments clés. Donc, on va apprendre, une des choses importantes, c'est apprendre à distinguer la théorie de la pratique. C'est important de comprendre les bases, de bien connaître les bases, les meilleures pratiques. Parce que ce qui est vrai en théorie est peut-être un peu moins en pratique, dans son environnement, dans sa réalité. Puis ça, je vais revenir souvent là-dessus, là, dans sa propre réalité. Donc, il faut savoir s'adapter. Donc, la distinction entre la théorie et la pratique, ça permet de reconnaître la réalité. La pratique est souvent plus complexe et nuancée que les modèles théoriques. Donc, on va donc viser à avoir une approche plus flexible et modulable.
À mon avis personnel, la théorie, c'est important. Ça permet de développer ses connaissances, ça aide à rechercher des nouvelles solutions et faire progresser notre niveau de connaissance, notre expertise dans le domaine. La théorie aussi permet de développer une vision plus professionnelle ou professionnelle. Donc, la relation entre la théorie et la pratique aide les praticiens, là, nous, là, à développer une perspective plus large et plus nuancée de la continuité. La théorie aussi encourage une approche peut-être plus critique de la pratique. Ça favorise un apprentissage et une progression continue, ce qu'on appelle l'amélioration continue. Le deuxième élément clé qu'on voudrait voir, que je voudrais parler avec vous, c'est identifier les principaux défis et risques, idéalement au préalable là, et pas lors de la livraison, c'est important. Par exemple, un des risques, c'est de ne pas avoir une compréhension commune. Donc, par compréhension commune, je parle entre autres de bien définir les paramètres. Donc, lorsqu'on va parler de standards, de gabarits, de contenu, des attentes, des rôles, des responsabilités, il est important de le faire, mais pourquoi? Ben, selon moi, pour éviter les malentendus et aligner les devoirs de chacun. Donc, il faut, dès le départ, établir les paramètres pour permettre à tous de savoir exactement ce qui doit être accompli dans quel délai. Avoir une compréhension commune aussi permet de bien gérer les ressources. Quand je parle de ressources, je parle de temps, d'argent, de personnel, de matériel, pour qu'elles soient allouées de manière optimale. Donc, cela réduit le risque de gaspillage et des dépassements imprévus là, si on le fait sous forme de projet. Le fait d'avoir une compréhension commune aussi permet de mesurer le progrès de manière objective, être en mesure de faire des suivis, des évaluations, de ce qu'on appelle les assurances qualité. Donc, on pourrait aussi comparer ce qui a été réalisé avec ce qui est prévu et ajuster en conséquence. Le troisième point que je vais apporter ici dans les éléments clés, c'est de trouver sa formule gagnante. Par exemple, pour éviter les malentendus et les risques de confusion, moi, je vous recommande d'avoir ou d'établir un glossaire ou une terminologie, des définitions, des standards, si on n'en a pas déjà une. Surtout pour des termes qu'on va utiliser là, quand on va faire nos plans de continuité puis nos analyses d'impact. On peut parler de TMI, c'est pas tout le monde qui parle de TMI. On peut parler de DMTP, de OMCA, de ODR, de RTO, de RTA, d'activités critiques, essentielles, prioritaires, les rôles et responsabilités. Dans les rôles et responsabilités, on peut parler de propriétaire, d'administrateur, de coordonnateur. Donc, comment ça fonctionne chez vous? Donc, c'est super important de comprendre, d'avoir une compréhension commune de tous ces termes-là. Donc, en faisant cela, on va être plus efficace. Ça va aider à éliminer les ambiguïtés, les délais, réduire les allers-retours pour clarifier ou pour résoudre les incompréhensions. Ça va permettre aussi de comparer des pommes avec des pommes et des oranges avec des oranges. Par exemple, si je parle d'activité critique, prioritaire, importante, tout le monde va comprendre c'est quoi une activité critique ou prioritaire ou essentielle. Ça permet d'avoir une certaine cohérence, de refléter une vision claire. Par exemple, je vais avoir une liste d'activités, processus critiques qui va me permettre d'avoir un séquencement, etc. Donc, c'est important d'avoir une définition claire. Donc, c'est quoi votre formule gagnante, votre formule à l'interne, dans votre organisation. En ayant ces conversations, ça permet de connaître les risques. Ça permet d'identifier dès le début les obstacles potentiels et de prévoir des solutions ou si des ajustements sont nécessaires. Une des choses que je dis souvent, puis des fois en blague, là, mais c'est peut-être plus vrai que des blagues, là, c'est que la continuité, c'est le département des miracles. Parce qu'on nous demande souvent de fournir, de faire ou de livrer quelque chose alors que les ressources à notre disposition sont limitées. Puis quand je parle de ressources, je parle de délai, je parle de temps, je parle de budget, de personnes dans l'équipe, etc. Et qu'on arrive quand même à des résultats et à livrer ce qui, au départ, semblait impossible. Mais moi, j'ai une petite idée là, de la raison, c'est que je pense que nous, les gens en continuité, on est en mode solution. On connaît aussi l'urgence. On a une vision aussi souvent transversale de l'organisation. Nous sommes flexibles et nous sommes capables de nous adapter rapidement. Donc, le département des miracles, c'est le département de la continuité. Une autre chose que j'utilise souvent, une réponse que j'utilise souvent, puis je vais l'utiliser ici aussi dans le cadre de la présentation, c'est le fameux ça dépend. Ça dépend du moment de la crise, ça dépend de la maturité du programme, ça dépend de l'organisation, ça dépend de la portée du programme, de votre SMCA, de votre programme de continuité, ça dépend du temps, du budget alloué, etc.
Donc, je dis souvent que ça dépend, c'est l'invité qui se pointe toujours aux différentes activités de la continuité. C'est ce que j'appelle le facteur inconnu. Donc, ça va souvent arriver, là, si on me pose une question, je vais dire, ben, ça dépend. Une des choses importantes aussi, mais je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, là, mais parce qu'on a Marie-Hélène, elle a déjà fait une présentation. Donc, Marie-Hélène, je crois que la présentation est toujours disponible là, sur le site de Premier Continuum. Donc, on la mettra peut-être le lien dans le site, dans le chat. Donc, un autre facteur important là, pour tout ça avant d'entreprendre son plan de continuité, c'est de comprendre, pour avoir un bon plan de continuité, c'est de connaître, comprendre la culture de l'organisation. Donc, c'est important d'étudier l'environnement, le contexte opérationnel, évaluer les styles, les outils de communication utilisés au sein de l'organisation. Est-ce que je peux parler directement à un VP ou que ça faut que ce soit mon gestionnaire qui parle à son gestionnaire, etc. Est-ce que j'écris par Teams? Est-ce que j'envoie des courriels? Est-ce que j'envoie des invitations sans vérifier au préalable là, dans les calendriers? Je vais juste voir s'il y a une plage horaire, puis je réserve les gens. Donc, c'est important de connaître les styles, les outils de communication au sein de l'organisation, ce qu'on appelle la culture. Identifier les parties intéressées par la continuité, qui sont mes partenaires internes au niveau de la continuité. Donc, encore une fois, si on veut avoir plus d'informations sur tout ce qui est la culture au niveau organisationnel et celle de la continuité, il y a dans le guide des bonnes pratiques de BCI, là, dans le 7.0 en français, qu'on peut retrouver sur le site de BCI. Je vous encourage à aller voir l'information sur le site de BCI. Et aussi, là, comme je viens de mentionner, d'aller voir la présentation de Marie-Hélène là, sur comprendre la culture organisationnelle. La fameuse roue, ce qu'on appelle SMCA, donc le système de management de continuité des activités. Donc, c'est le programme de continuité là, dans des termes de GPG, le GPG qui est le guide des bonnes pratiques. Je la présente ici parce que je vais faire des références à ce qu'on appelle des PP. Les PP, c'est des pratiques professionnelles. Donc, plus spécifiquement, dans les prochaines pages, je vais faire référence à certaines pratiques, là, donc la PP3, la PP4, la PP5 et la PP6. Donc, pour avoir un bon plan de continuité, ben, il faut d'abord connaître les activités prioritaires à maintenir et connaître les dépendances et les ressources qui soutiennent ces activités. Tout ça, là, ça se fait dans le cadre du PP3, donc ce qui est analyse. C'est le vert pâle ici, là, donc dans la section, la PP3, donc la pratique professionnelle numéro 3, on parle d'analyse, analyse d'impact, puis analyse de risque ou appréciation du risque. Donc, justement, déterminer les risques, là, donc analyser les menaces internes et externes, évaluer les scénarios de sinistre possibles. Ça, je vais en revenir plus en détail tantôt. Mettre en place les mesures et être capable d'y répondre, ce qui ça veut dire idéalement avoir fait les arrangements nécessaires pour se rétablir dans des délais raisonnables. Par exemple, cela peut avoir, excusez-moi, cela peut vouloir dire travailler avec les TI pour mettre en place des solutions de relève. Par exemple, pour transférer les appels d'un centre d'appel vers un autre centre d'appel. Mais ici, on fait référence à ce qu'on appelle le PP4, là, la pratique professionnelle numéro 4, qui est en bleu pâle ici. Donc, c'est la conception des solutions. Et le PP5, là, c'est important aussi, c'est la mise en œuvre des solutions, donc dans le bleu foncé. Et en tout dernier lieu, dans une des parties importantes là, pour le plan de continuité, c'est la validation. La mise à jour et l'assurance qualité, on va regarder, là, on va voir en détail plus loin ce que ça veut dire. Mais pour avoir un bon plan de continuité, on devrait être capable de l'exercer, de le valider et aussi la maintenance, la mise à jour. Donc, on va regarder tout ça là, plus en détail dans les prochaines pages. Donc, on va aller dans justement, j'aimerais ça aller un peu plus loin en détail pour 3 activités, dont 2 qui doivent être faites ou qu'on doit avoir au moins avant de procéder à l'élaboration ou à la mise à jour du plan de continuité. C'est mettre en œuvre les solutions de continuité. Donc, ce que ça veut dire, c'est développer des solutions pour maintenir ou rétablir les activités essentielles élaborées lors de la PP4, là, qui était justement la mise en place ou de la conception des différentes stratégies. Évidemment, si on suit l'ordre établi là, par BCI, de ce qu'on identifie là, justement dans le PP3. Là. Donc, quelles sont les analyses, quelles sont les activités critiques pour lesquelles on veut avoir des stratégies selon 4 scénarios qu'on va regarder plus en détail. On veut aussi concevoir la structure de réponse qu'on fait normalement dans le PP5. Encore une fois, si on suit la stratégie, la méthodologie BCI,
Mais c'est la composition des équipes d'intervention requises pour mobiliser et déployer les plans lors d'un incident. Puis, on peut parler de 3 niveaux, là. On va parler de stratégique, tactique et opérationnel, bien, qu'on va voir dans les prochaines pages, là. Donc, c'est le fameux qui fait quoi, quand et comment. Et tout ça qu'on va documenter justement dans les plans de continuité. Et le troisième point, c'est élaborer les plans de continuité. Donc, la création ou la mise à jour des fameux documents d'orientation qui détaillent les procédures et les activités de réponse que les équipes d'intervention spécifiques doivent suivre, qu'on verra aussi dans les prochaines pages plus en détail. Ici, c'est une page importante. Quand je vous parlais justement de compréhension, d'avoir une compréhension commune, ceci, c'est un bon exemple, là. Il est important de définir ce que nous voulons avoir comme plan. Ici, là, on peut avoir des différents types de plans qu'on pourrait avoir dans notre, juste cliquer, qu'on peut avoir dans l'organisation. Donc, c'est important de définir au préalable là, si on veut avoir des plans par équipe, par unité administrative. Est-ce qu'on veut avoir des plans documentés par processus, ce qu'on appelle le fameux bout en bout? Donc, c'est plusieurs équipes qui vont participer à un processus. C'est un peu plus complexe, là, je vous l'avoue, que des plans par processus, c'est un peu plus complexe là, parce que j'ai beaucoup d'équipes qui vont participer à un processus. Donc, on va regarder au niveau de la documentation, etc. Est-ce qu'on suit l'hiérarchie ou la structure organisationnelle de l'organisation? Est-ce qu'on veut avoir, encore une fois, est-ce qu'on veut avoir des plans par équipe ou par unité? Juste la définition unité ou équipe, là, qu'est-ce qui est propre? Comment vous appelez ça dans votre organisation? Est-ce qu'on appelle ça une unité administrative? Est-ce qu'on appelle ça équipe, etc.? Quel niveau par équipe? Jusqu'à quel niveau que je vais aller au niveau de granularité? Est-ce que je vais avoir plus d'une équipe par un plan? Est-ce que je vais avoir des sous-équipes? Est-ce que ça va être par vice-présidence? C'est toutes des décisions qu'on doit prendre avant de commencer à élaborer, là, à créer des plans de continuité. Est-ce que je veux un plan complet versus un mini-plan? Un mini-plan, là, ça peut être pour les unités moins critiques. Est-ce que je veux pas, ou je peux décider aussi que je ne veux pas de plan pour les unités moins critiques. Puis encore une fois, il faut définir qu'est-ce qu'on veut dire par critique. On peut, par exemple, dire toutes les unités d'affaires qui ont un RTO, qu'on doit les remonter en dedans de 72 heures, ça va être identifié comme étant des unités critiques. Donc, on va avoir des plans complets pour ces équipes-là, pour ces unités-là. On veut faire aussi la différence entre un plan opérationnel, tactique et stratégique. C'est la pyramide que je vois ici. Souvent, un plan opérationnel, c'est un plan de premier niveau, ce qu'on va appeler un plan de continuité des affaires. Un plan tactique, ça va être un plan qui va être plus transversal, un plan de coordination. On peut définir un plan de relève qui pourrait être considéré comme un plan tactique, de même qu'un plan de relocalisation. Donc, j'ai un plan qui va relocaliser tous les employés d'une usine à une autre usine, etc. Donc, ça peut être vu comme un plan tactique qui va être utilisé par une équipe tactique. Un plan stratégique, souvent, on va faire référence à un plan de gestion de crise, un plan ou un plan de communication de crise. Donc, c'est plus à haut niveau. Donc, c'est l'équipe stratégique, une équipe plus stratégique qui va utiliser le plan stratégique. Donc, ça peut être aussi, des fois, dans une plus petite organisation, puis même dans des grandes organisations, je n'ai pas un plan tactique, je n'ai pas un plan stratégique, ou je n'ai pas une équipe tactique, je n'ai pas une équipe stratégique. Ça va être une combinaison des deux, là. Donc, ça va être des gens plus seniors de l'organisation qui vont faire partie de ces équipes-là ou de ces plans-là. Donc, les plans vont être développés à l'intention de ces gens-là. Donc, c'est à plus haut niveau, moins granulaire. Puis un dernier point que je vais apporter qu'on ne retrouve pas dans la méthodologie BCI, là, mais que moi j'ai eu à faire, ou on m'a demandé plusieurs fois dans ma carrière, c'est de faire ce qu'on appelle un playbook. C'est un terme qu'on utilise souvent là, en continuité quand même. Là. Donc, c'est un plan pour un scénario très précis. Souvent, c'est une demande qui vient de la direction, donc ce qu'on appelle, là, moi je faisais référence à What keeps them up at night, qu'est-ce qui les garde réveillés la nuit. Là. Donc, un plan pour une cyberattaque, un plan pour une perte majeure des données. Donc, c'est un plan très précis pour des équipes précises. Donc, le niveau de granularité va aller selon aussi la demande. Donc, mais ça fait pas, on l'a pas, c'est pas, encore une fois, c'est pas un terme qu'on utilise en BCI, là, mais c'est vraiment un terme qu'on peut, ou une demande qu'on peut avoir là, ponctuelle par la direction qui veulent vraiment s'assurer que
oui, on a des plans de continuité, oui, on a des plans de gestion de crise, mais on veut avoir un plan très précis là, qui couvre vraiment un scénario très, très, très pointu. Là, donc, ça peut être ce qu'on appelle un playbook. Donc, j'arrive finalement au fameux plan de continuité, puis j'ai beaucoup de choses à dire ici, là. Donc, la documentation d'un plan de continuité, ça, je vais le répéter, là, donc, doit être suffisamment détaillé pour être précise et exploitable. Donc, je peux utiliser en situation de stress élevé, mais aussi clair pour qu'elle soit accessible à tous les intervenants. Puis, je vais expliquer un peu plus loin là, qui sont les intervenants potentiels qui pourraient avoir accès au plan, là. Donc, un PCA bien documenté est un équilibre, donc suffisamment précis pour guider une réponse rapide, mais pas trop volumineux au point de ralentir la mise en œuvre. Donc, combien de pages qu'on va me poser? Donc, si je vais répondre, ben, ça dépend. Ça dépend du plan, ça dépend de l'équipe. Donc, un plan pour une équipe très critique peut certainement avoir plus de pages, de détails qu'un plan pour une équipe là, qui a un TMI ou un délai, un DMTP là, de 30 jours. Donc, ça va être peut-être à plus haut niveau pour une équipe là, qui a une durée dans le temps un peu plus grande qu'une équipe très détaillée, une équipe très critique qui a besoin d'un niveau de détail un peu plus précis. Donc, encore une fois, là, ça va être le fameux ça dépend. Euh, mais nonobstant ça, voici quelques aspects à prendre en compte pour déterminer le niveau de détail, là. Euh, Compréhension pour toutes les parties prenantes. Donc, le PCA doit être compréhensible par des personnes ayant de différents niveaux de connaissances techniques. Cela inclut à la fois les employés de première ligne, donc les gens qui vont utiliser le plan de continuité, et les cadres supérieurs. Et je m'explique. Ça peut être le comité de direction, ça peut être les auditeurs internes, ça peut être les régulateurs. Donc, si dans mon organisation, pour les approbations, puis on va voir ça un peu plus loin, là, qui doit approuver un plan, prendre connaissance du plan, si l'audit interne veut revoir l'ensemble de tous les plans, si les auditeurs, donc si je suis réglementée par le BCIF, par exemple, pour une institution financière, puis je dois envoyer des plans au BCIF, donc je sais que ça va être des gens qui connaissent probablement le milieu bancaire, mais peut-être pas en détail mon organisation. Donc, je vais avoir un niveau de détail qui va répondre à tous ces besoins-là. Donc, c'est sûr que les gens qui vont utiliser le plan ont besoin de comprendre ce que j'écris. Si c'est à trop haut niveau, il va peut-être manquer des éléments dans le plan. Donc, c'est encore une fois, il faut que je prenne en considération quand j'écris mon plan. Encore une fois, c'est des décisions qu'on prend avant, là. Donc, quel est le niveau de détail que je vais avoir dans mes plans de continuité? Est-ce que je vais y aller justement par niveau de priorité, criticité d'une équipe? Plus une équipe est critique, plus je vais avoir un niveau de détail, etc. Encore une fois, faire référence à des glossaires. On utilise beaucoup d'acronymes et dans chacune des unités d'affaires qui va faire son plan, ils vont avoir leur propre acronyme. Donc, si c'est juste rempli d'acronymes, ça va être peut-être difficile de comprendre. Donc, inclure des glossaires pour expliquer les termes techniques ou spécifiques ou une référence où trouver les informations. Est-ce que c'est dans le politique, dans une directrice, sur un site SharePoint, etc. Mais est-ce que si je fais référence à beaucoup d'acronymes, ce serait bien que je trouve un endroit précis, là, les explications, le détail. Instructions, il faut aussi avoir les instructions spécifiques et actionnables. Donc, fournir des étapes détaillées sur qui fait quoi, quand et comment. Par exemple, qui contacter en priorité, quelles ressources utiliser, quel processus suivre. Genre une liste aussi des procédures critiques. Par exemple, je peux avoir une liste de procédures critiques, là, donc, par exemple, une évacuation, redémarrage des systèmes, un plan de communication. Est-ce qu'on a besoin de les avoir écrites là, de façon très explicite? Dans le plan, pas nécessairement. Elles peuvent être jointes au plan de continuité, elles peuvent être en pièce jointe ou on peut encore une fois faire référence à des documents externes, mais ils sont joints, on a vraiment une référence importante. Il faut que ça soit mentionné dans le plan. On va parler de couverture de scénarios variés. Je vais revenir un peu plus loin là-dessus, là, sur une prochaine page, là. Mais le PCA doit décrire les plans de réponse à différents types de crises. Chaque scénario doit comporter des réponses spécifiques et adaptées à l'équipe qui complète le plan continuité. Donc, bien que détaillé, le PCA ne doit pas être figé. Donc, ce que ça veut dire, il doit inclure une certaine flexibilité pour répondre à des situations imprévues. On ne peut pas tout prévoir. On a souvent 4 scénarios de base, mais le plan, il faut qu'il y ait un certain niveau d'adaptabilité. Il faut qu'il soit modulable pour avoir une certaine souplesse.
On dit souvent que la cause n'est pas importante. Je suis certaine que vous l'avez déjà entendu, là, la cause n'est pas importante, ce sont les impacts qui sont importants. Par exemple, que ce soit un feu ou un dégât d'eau qui a causé la non-disponibilité du site, on veut surtout connaître les solutions de contournement pour un tel scénario. On veut faire le lien aussi avec d'autres plans. Donc, si on a des plans complémentaires, comme le plan de relève, le plan de communication, le plan de gestion des tiers, tout ça, là, encore une fois, ça dépend de ce que vous avez en place dans votre organisation. Ce qu'on veut, le plan des risques opérationnels, etc. Donc, euh, on veut inclure les références justement pour garantir une cohérence dans la gestion globale de la crise. Donc, si on fait une référence au plan de cybersécurité, s'ils ont un propre plan pour la cybersécurité, mais on veut faire référence, on ne veut pas tout réécrire dans mon plan de continuité, mais je vais faire référence qu'il existe un plan de gestion, soit des incidents majeurs ou un plan de cybersécurité, mais je vais faire référence dans mon plan de continuité. Important, on veut documenter les dépendances entre les différents services aux équipes, je vais revenir là-dessus. Et ce que je veux aussi dire, c'est que la documentation doit être structurée et facile à naviguer. Donc, si je prends le plan, puis si j'ai besoin de l'utiliser, donc je veux que je veux pas être obligée de passer à travers 30 pages pour arriver aux pages que j'ai besoin. Donc, que ce soit structuré, facile à naviguer. Je peux inclure aujourd'hui, on va parler des outils, là, donc je peux parler de tableaux, je peux avoir des tableaux, des diagrammes, quelque chose de plus visuel, encore une fois, que juste des listes ou de la documentation écrite, là. Ce qui va être important aussi, c'est de veiller à maintenir le PCA à jour avec des révisions régulières et important sur des leçons tirées d'exercices ou d'incidents passés. Donc, j'ai écrit mon plan de continuité, il a été approuvé. Je fais un exercice, j'ai des observations. Il y a un vrai incident et je me rends compte qu'il y a des choses que j'avais dites que j'étais pour faire et je me rends compte que c'était soit la durée, les délais, les personnes, les ressources. J'ai besoin de modifier mon plan, mais il va falloir que j'aille modifier. J'en parlais un peu plus longuement, un peu plus tard, là, mais à quelle fréquence on met à jour un plan de continuité. Parler de contenant, quelques minutes, là, parler de contenant. Le contenant, c'est vraiment l'outil que je vais utiliser. Donc, je peux utiliser des outils ou je peux utiliser des applications. Donc, le Word, Excel, le mettre dans un SharePoint, etc. Ça peut être une application interne qu'on a développée. Les avantages et les inconvénients de chacun, mais c'est sûr que si j'ai un outil, au niveau de l'accessibilité et de la disponibilité, j'ai une centralisation des informations, je peux faire des requêtes. Les données sont dans un outil, c'est une base de données. Quand je rentre un plan de continuité, une analyse d'impact, ça va se parler entre eux, si je rentre des informations dans mon BIA, bien, ça va les transposer directement dans mon plan de continuité et vice-versa. Donc, c'est des données qui sont dans une base de données. Je peux faire des requêtes, je peux tirer des rapports, ça peut être lié à un Power BI pour avoir des graphiques, etc. Ça me permet aussi une collaboration. Donc, on peut être plusieurs personnes qui travaillent sur le même document. C'est un travail en temps réel. Je peux partager les infos. La coordination se fait un peu plus facilement. Donc, on va voir les étapes d'approbation, de changement. Tout ça peut être automatisé avec des flux de travail, là, si mon outil me permet de le faire. Ça me permet aussi une plus grande sécurité des données et une conformité réglementaire. Ça va être l'outil qui va être géré par une gestion des accès. Donc, ce n'est pas n'importe qui a accès au plan de continuité ou aux différents documents dans mon outil de continuité. Donc, ça me permet une meilleure sécurité des données au niveau de la conformité réglementaire. Encore une fois, au niveau de l'automatisation, je change une donnée ou un champ dans un BIA, mais ça va changer aussi dans le plan de continuité, etc. Ça me permet aussi, si je fais des exercices, plus tard on peut parler de simulation d'exercices, mais ça peut aussi, je peux avoir des modules dans mon outil qui va aussi gérer tous mes exercices. Donc, tout se transfère d'un outil à l'autre. Un petit mot là, juste pour la sauvegarde avant de parler de Word et Excel. Là. Sauvegarde, même si je sauvegarde dans un outil, est-ce qu'on se pose encore la question, est-ce que j'ai encore besoin d'une version papier, que ce soit en PDF ou autre? On a souvent la version mobile de l'application, donc je peux avoir les outils, les informations sur mon téléphone. Ça peut être une copie que je garde sur mon SharePoint, mon OneDrive, ou carrément une version papier. Il faut juste se souvenir que j'ai des versions papier. Donc, si on fait des modifications, des mises à jour, il faut se souvenir de faire des modifications, des mises à jour. Puis l'autre petit danger, c'est quand les gens quittent l'organisation,
ils ont toujours accès à la version papier des plans. Donc, si j'ai un outil, je vais couper les accès. Si j'ai encore les versions papier, ils ont encore une copie du plan de continuité. Des avantages, avant de passer au Word et Excel, c'est sûr qu'il y a un coût. Il faut souvent faire un business case pour justifier un investissement pour avoir un outil. Il y a une licence, etc. Donc, c'est avoir différents fournisseurs, donc il y a différents coûts. Ça me prend une expertise, une connaissance et gestion de l'outil, administration des accès. C'est toutes des choses que, encore une fois, comment ça fonctionne chez vous? Est-ce que c'est une gestion des accès centralisés ou vous allez être administrateur de l'outil, vous êtes obligé de faire la gestion des accès, etc. Aussi, au niveau de l'expertise, si c'est un outil qui est très complexe à utiliser, il y en a qui sont extrêmement conviviales, faciles à utiliser. Donc, si je fais une mise à jour une fois par année. Je parle pas au niveau de l'admin, les gens de continuité, mais vraiment vos partenaires internes, ceux qui vont, les propriétaires de plans qui ont à mettre à jour leur plan. S'ils ont besoin de réapprendre l'outil à chaque année, s'ils font une mise à jour annuelle, c'est sûr que ça fait partie là, des désavantages, des petits désavantages versus les avantages. Word et Excel, c'est sûr que c'est connu de tous. C'est plus manuel. Il y a beaucoup de copies-coller. Donc, les gens qui font, si vous êtes une équipe de continuité, vous êtes responsable du déploiement, du coaching, la formation au niveau des plans de continuité. Puis vous faites aussi, on va le voir plus tard, ce qu'on appelle l'assurance qualité ou le challenge effectif, là, pour s'assurer que le contenu répond à vos besoins. Mais c'est sûr que si vous ne le faites pas, si les équipes ne le font pas en track change, il faut comparer les documents pour savoir qu'est-ce qui a été changé. Puis il y a beaucoup de copies-coller, là. Donc, si je fais un BIA, ce que je mets dans mon BIA, il faut que je fasse un copier-coller dans mon plan de continuité. Mais des fois, c'est tout ce qu'on a. Donc, encore une fois, quand je parlais des départements des miracles, c'est l'équipe va avoir un petit peu plus de temps au niveau de l'administration à faire pour le plan de continuité, mais tout est faisable. Donc, je veux revenir sur un point super important là, qui mérite notre attention, là. Donc, on va parler de dépendance interne et externe. Justement, le fameux lien entre le BIA et le PCA. Parler de maintenance, parler des annexes, là. Donc, dépendance interne, c'est au sein des autres groupes, unités, équipes ou fournisseurs, si on parle à l'externe. On me demande souvent jusqu'à quel niveau de détail on va, qu'est-ce que j'ai écrit, si j'ai une équipe qui fait du soutien, du support pour toute l'organisation complète, est-ce que je rajoute le nom de toutes les équipes internes? Pas nécessairement, donc on peut l'écrire dans le plan que cette équipe-là va faire le soutien pour toutes les équipes à l'intérieur de l'organisation. Donc, on peut marquer peut-être les plus importantes. En fait, la règle de base, là, la règle de pouce, là, si c'est critique, ça doit être là. Donc, si son absence a des impacts sur l'une de vos activités critiques, donc on devrait l'avoir indiqué soit dans le BIA qui va se transposer dans le PCA. Là. Donc, la dépendance interne, c'est vraiment la relation d'affaires avec les autres groupes, les autres internes. Donc, c'est la collaboration. Mon travail vient de qui, de quel groupe à l'interne. Moi, je fais quelque chose et ça s'en va vers une autre équipe. Souvent, on va demander est-ce que c'est en amont ou en aval, donc où je me positionne par rapport aux autres équipes. Est-ce que moi, j'attends après une autre équipe ou c'est une autre équipe qui attend après moi? Tout ça, c'est important. Là, c'est pour, au niveau justement, quand on parle du plan de séquencement, là, pour savoir si moi, je dis que j'ai un RTO d'équipe là, de 24 à 48 heures, mais je dépends d'une autre équipe, puis lorsqu'elle fait son BIA, dit qu'elle est de 72 heures et plus, mais on a un problème. Là. Moi, j'attends après cette équipe-là pour me fournir soit de l'information, un rapport ou une activité, mais elle ne vient pas là, parce que dans leur AIA PCA, ils ont indiqué qu'il y avait un délai beaucoup plus grand que le mien. Donc, c'est super important de voir cette chaîne-là, là, est-ce qu'il y a une cohérence entre qu'est-ce qu'on écrit dans nos plans de continuité. Un outil aussi va me permettre, là, en faisant ça, juste un petit point sur un outil, c'est que si je mets une dépendance, donc si j'indique le nom d'une équipe dans mon BIA, elle va apparaître selon l'outil, mais elle devrait apparaître dans l'AIA ou dans le PCA de l'autre équipe. Donc, ils vont être avisés que moi, je les ai indiqués comme une dépendance avec une description à côté. Si je le fais en Word, c'est sûr que ça fait un petit peu de travail plus manuel, là, ou dans Excel, il va falloir que j'aille vérifier qu'est-ce qu'on a mis dans un plan pour s'assurer que ça est représenté dans l'autre plan. Donc, le lien entre le BIA, justement, là, donc le lien
entre le BIA et le PCA, et c'est beaucoup d'informations qui vont passer du BIA au plan. Donc, sinon, encore une fois, prévoir du copier-coller ou vraiment de la vérification, validation dans les plans manuels. Éléments de maintenance, ici, qui a fait les plans, qui va le valider, qui va l'approuver dans la maintenance, l'approbation des plans là, avant que ce soit final. Est-ce que si on va parler, là, je vais parler là, ça devrait être selon la fréquence établie dans votre politique. Je n'ai pas vraiment parlé de politique depuis le début, là, mais dans la politique, on devrait avoir toutes nos activités de continuité, avoir vraiment une description des rôles et responsabilités par rapport aux activités. Donc, plus précisément, ici, on parle du plan de continuité. Donc, quels sont les rôles et responsabilités liées au plan de continuité? Est-ce que j'ai justement un propriétaire de plan, administrateur de plan? Donc, les éléments de maintenance, est-ce que c'est établi dans les politiques? Qui va l'approuver? Ça va être dans les rôles et responsabilités. La fréquence, là, souvent, on va voir mise à jour annuelle ou selon un changement majeur. Donc, je vais donner justement ici là, quels sont les changements majeurs qu'on pourrait considérer. Donc, un changement majeur, la définition très de base, c'est aurait un impact sur les stratégies et les solutions documentées dans le plan actuel. Donc, changement, par exemple, changement de ressources ou changement organisationnel. C'est sûr que s'il y a une réorg, ça peut avoir touché mes plans de continuité. J'ai séparé des équipes, j'ai refusionné des équipes. J'ai changé des activités, j'en ai pris dans une équipe, c'est une autre équipe. Ça peut être complètement outsourcé, donc ça va changer mon plan. Mise à jour des coordonnées, là, je vais revenir plus tard, ça peut être à la base, là, donc m'assurer que si j'ai identifié des gens dans mon plan de continuité, mais s'il y a un changement au niveau justement de ces personnes-là, clés, importants, donc qui ont un rôle à jouer dans mon plan de continuité, bien, je dois m'assurer. Souvent, on va dire de ne pas mettre les noms des personnes, on va mettre les titres des personnes. Donc, c'est le chef d'équipe versus Hélène Como. Donc, c'est Hélène part, on sait que c'est le chef d'équipe qui est quand même responsable de cette activité-là dans mon plan de continuité. Donc, c'est pas nécessairement Hélène, c'est vraiment le chef d'équipe. Donc, coordonner des intervenants à ne pas les négliger, le nombre de ressources disponibles, mise en service des nouvelles technologies ou changement, mais justement des technologies, si j'ai un changement d'environnement, de plateforme, etc., mais ça a un impact sur mon plan de continuité. Il faut toujours que je réfléchisse, est-ce que quand je suis au courant d'un changement, est-ce que ça va venir impacter les stratégies de continuité que j'ai dans mon plan? Changement physique des lieux, changement de fournisseurs, de tiers, impartition, les fusions, réorganisation des activités, j'en ai parlé. Donc, ça, c'est ce qu'on peut considérer comme des changements majeurs. Il faut aussi définir, pour avoir déjà pensé à un délai. Donc, changement majeur, réorganisation. Combien de temps je laisse aux équipes pour aller modifier leur plan de continuité? C'est-tu 3 mois après la mise en place du changement ou c'est avant la prochaine révision annuelle ou ils ont 1 mois? Donc, sinon, c'est flou, je ne sais pas. Est-ce que si je prends le plan, est-ce qu'ils ont l'intention de le faire? Est-ce qu'ils avaient l'intention, etc.? Donc, il faut que ça soit vraiment statué, écrit dans votre. Moi, je vous recommande, encore une fois, basé sur mon expérience personnelle, que ça soit écrit carrément noir sur blanc dans votre politique. Mise à jour du plan de continuité annuellement ou suite à un événement majeur ou un changement majeur, 3 mois suivant la mise en place du changement. Donc, mise à jour, fréquence, est-ce que c'est annuel ou autre? Par autre, ce que je veux dire, c'est est-ce que je peux décider par niveau de criticité? Donc, par exemple, toutes les équipes, tous les plans qui doivent relever des activités critiques en dedans de 72 heures, je le fais à tous les ans, sinon 2 ans pour les autres, ou c'est seulement certaines sections du plan par rapport aux ressources. Donc, je peux dire à tous les ans, je veux au moins qu'on fasse la mise à jour au niveau des ressources, donc des personnes qui ont été identifiées, les numéros de téléphone, les adresses courriels, etc. Donc, c'est des décisions que vous devrez prendre au préalable. De là, le fameux euh, tout au niveau de la base, avant de commencer les plans de continuité ou avant de commencer sa mise à jour des plans de continuité, de s'entendre avec qui prend les décisions au sein de l'organisation par rapport à la continuité, qu'on se mette d'accord sur ces principes-là de base. Annexe et outils. OK, ça, j'en ai parlé tantôt. Qu'est-ce qu'on doit rajouter un plan de continuité? Encore une fois, ça va varier en fonction, ça dépend de l'équipe. Donc, plus l'équipe va être critique, peut-être plus le niveau
d'informations elle va avoir dans son plan de continuité ou avoir comme référence dans son plan de continuité dans les différentes annexes. Donc, ça peut être des équipements spéciaux, fournisseurs, tous les éléments que j'ai besoin pour ma solution et pour rencontrer les délais établis. Là. Donc, si si dans mon équipement que j'ai besoin pour mon plan de continuité, j'ai besoin d'imprimantes spéciales là, pour imprimer des chèques ou certains documents avec une encre spéciale, etc., ben, est-ce que j'ai toutes les procédures, comment remonter l'imprimante, comment installer même les cartouches d'encre, parce que des fois, c'est très spécialisé, etc. Donc, tout ça, là, pas besoin d'écrire tout ça dans mon plan. Là, je peux avoir ça en annexe dans mon plan continuité, dans mon plan. Les différents liens, j'en ai parlé un petit peu, là, mais c'est important, là, je veux juste revenir, peut-être clarifier, là. Les liens, donc, avec le BIA, si on est en mode manuel, là, avec les Word et Excel, le plan de communication de crise, donc, je peux avoir une section dans mon plan de continuité qui parle justement, on va parler d'activités génériques et spécifiques, là. Donc, qui est responsable des communications? Donc, encore une fois, pas réécrire tout le document dans mon plan de continuité. Donc, je peux faire référence au plan de communication de crise s'il existe. Donc, je vais faire référence à ce document-là. Même chose avec mon plan de gestion de crise, avec la politique elle-même, si vous avez une politique. Plan de mesures d'urgence, encore une fois, selon le secteur d'activité dans lequel vous gravitez. Les plans de mesures d'urgence, dans une usine versus dans un bureau d'affaires, les plans de mesures d'urgence peuvent être très différents. C'est très différent. Donc, le lien avec, on va en entendre parler de plus en plus, là, la résilience organisationnelle ou opérationnelle. Donc, si j'ai des plans spécifiques quand on parle de résilience ou j'ai une équipe qui s'appelle la résilience, c'est quoi le lien, etc. Donc, aussi le lien avec les plans de relève. Donc, si une équipe, encore une fois, moi ici, là, grosse parenthèse, là, les plans de relève ne devraient pas être dans un plan de continuité. Là. Donc, c'est l'équipe qui va activer le plan de relève qui a besoin d'avoir le plan de relève ou accès au plan de relève dans une bibliothèque, dans un plan de continuité, un plan de relève ou le plan de continuité de l'équipe TI qui s'occupe de la relève et non pas dans les plans de continuité des unités. Là. Donc, ils n'ont pas de relation d'affaires avec justement au niveau de la relève, ce n'est pas eux qui vont activer, changer, basculer les serveurs, remonter les serveurs. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir le plan de relève attaché au plan de continuité. Puis toutes les autres politiques qui existent au sein de l'organisation, la politique de risque opérationnel, risque des tiers, etc. J'ai dit tout à l'heure, on va parler de scénario, là, donc normalement, les stratégies de continuité, là, on en retrouve 4, là, donc 4 de base. Donc, on va parler ici là, de stratégie de continuité, de solution. C'est quoi la différence entre stratégie et solution? Activité de retour à la normale, super important, qu'on oublie souvent. Donc, normalement, on retrouve 4 scénarios de base là, ou 4 scénarios types. Là. On va parler de. Ça peut être écrit différemment ou wordé différemment là, selon votre organisation. Là. Perte d'accès ou non-disponibilité du bâtiment ou de l'édifice. Ça va être important. Moi, encore une fois, là, mon expérience me dit qu'il faut indiquer pas juste perte d'accès ou non-disponibilité du bâtiment, c'est pendant combien de jours. Est-ce que c'est donc mes hypothèses de base pour faire mon plan de continuité, pour écrire mes stratégies, mes solutions? C'est très différent si je accès l'édifice pendant 1 jour, 3 jours, 10 jours, 30 jours. Donc, est-ce qu'on peut se mettre d'accord? Justement, ça, c'est les choses qu'on doit se mettre d'accord avant de faire tout ça. C'est de dire la non-disponibilité ou la perte du site pendant 10 jours, 30 jours. Donc, tout le monde va écrire des stratégies pour rencontrer le délai qu'on a établi, là, 30 jours, 10 jours, etc. Télétravail hybride. OK. Avant 2020, on avait non accès à l'édifice parce que la plupart des gens travaillaient sur site. Depuis la pandémie, on a beaucoup d'organisations que le télétravail est maintenant le principal site de travail des employés. Ils viennent au hybride, ils viennent quelques fois au bureau, mais donc, mais est-ce que mes plans de continuité, est-ce qu'on fait encore référence au site? Même si 90 de mes employés font du télétravail. Donc, doit-on avoir des solutions pour cela? Donc, c'est une question à vous poser. Est-ce que si mon premier scénario, c'est la non-disponibilité du site de travail, bien, mon site de travail peut être le télétravail. Donc, est-ce que je dois mettre des stratégies en place pour ramener mes employés au bureau?
Est-ce que j'ai un site pour mes employés? Beaucoup d'organisations ont laissé aller des espaces. Maintenant, c'est des espaces qu'on doit soit réserver à l'avance, etc. Donc, il faut que ça soit, là, c'est des stratégies, des solutions que je dois élaborer pour mon plan de continuité. Le deuxième scénario qu'on va souvent utiliser, c'est la perte ou la non-disponibilité des systèmes critiques. Et c'est aussi, là, on va parler de durée, puis on va parler, est-ce qu'on parle d'une panne ou d'une perte? Une panne, c'est quelques heures, une perte, ça peut être plusieurs jours. Donc, avoir vraiment bien défini, là, quand je parle de scénario de perte ou de non-disponibilité des systèmes critiques, on parle de quoi? Donc, je vais avoir des stratégies, des solutions pour répondre à des pannes ou des pertes pendant combien durant la durée que je vais avoir déterminée, prédéterminée. Troisième scénario qu'on va utiliser souvent, c'est la non-disponibilité des personnes clés. Donc, les personnes qui font le travail ont une expertise pointue, puis je dois déterminer souvent dans mon BIA pourquoi que ces personnes-là sont clés. Ou ça peut être un pourcentage d'employés. Je parle 35 ou 50 des employés. Ça aussi, il faut que ça soit prédéfini, là. Donc, c'est quoi le pourcentage de mon scénario? Et le dernier, et non le moindre, qui est souvent très complexe, c'est la non-disponibilité d'un fournisseur ou d'un partenaire externe clé, partenaire de produits ou de services, là, donc quelqu'un qui m'offre des produits ou des services que j'ai besoin pour mes activités critiques à l'interne, même si la clause de continuité est incluse dans l'entente. Ça, c'est super important. Souvent, les gens vont me dire, ben, j'en ai pas besoin, on a un contrat en béton, la clause de continuité de relève est là, donc mon fournisseur, il y a un plan de relève. La réponse est oui, mais il arrive des événements extraordinaires où ton fournisseur ne peut pas être là. Pour une raison X, il n'est pas là. On fait quoi? Donc, on va regarder dans les prochaines pages là, les différentes solutions là, pour ce genre de scénario-là. Donc, pour chacun des scénarios, je dois savoir quelles sont mes solutions. On va parler aussi dans mon plan de continuité de ce qu'on appelle des activités génériques pour chacun des scénarios. Une activité générique, là, c'est les mêmes pour la grande majorité des unités, des équipes. Là. Nonobstant que je fais l'équipe de ressources humaines, l'équipe finance, l'équipe comptabilité, l'équipe d'approvisionnement, là, c'est des activités, là, selon les scénarios, là, toutes les équipes doivent faire ça. Et à faire et ce que je dois faire, incluant le retour à la normale. Ça, c'est super important aussi, là. Donc, le retour à la normale, souvent, on l'oublie. Les retours à la normale, là, c'est à quel moment que je peux considérer qu'on est en retour à la normale? Est-ce que j'ai accumulé un backlog? J'ai fait certaines activités manuellement, j'ai pris des notes, j'ai quand même répondu à des appels, etc. J'ai fait certaines activités, mais je les ai faites de façon différente manuellement. Au retour, est-ce que je dois réentrer ça dans un système pour avoir une documentation, une trace des activités que j'ai faites durant l'incident, ou est-ce que c'est toutes les décisions qu'on doit prendre? Donc, le retour à la normale, de quelle façon on le détermine? Puis j'ai aussi ce qu'on appelle des activités spécifiques, là. Donc, sont vraiment propres à cette équipe-là. Donc, tu sais, par exemple, si je dois faire rediriger le courrier, si je suis sur site puis je dépends encore du courrier, donc des demandes qui rentrent pour les clients, etc., bien, durant peut-être ma relocalisation, si ma stratégie, c'est de relocaliser les employés, bien, je dois peut-être rediriger mon courrier ailleurs. Donc, ça, c'est une activité spécifique. C'est pas propre à toutes les équipes. Ça va être vraiment des équipes spécifiques qui ont besoin de rediriger le courrier. Donc, ça fait partie de ce qu'on appelle des activités spécifiques. Euh, on a aussi ce qu'on va souvent inclure dans les activités avant le retour ou après le retour à la normale, c'est ce qu'on appelle le debriefing, le post-mortem. Je vais faire une distinction entre leçon observée et leçon apprise. L'option observée, c'est que durant ce qu'on vient de vivre, l'incident, j'ai remarqué, observé certaines choses. Euh, et alors que leçon apprise, il y a certaines choses qui doivent être corrigées. Donc, j'ai observé des choses, mais il faut vraiment que j'ai un plan d'action pour que ça devienne des leçons apprises, pour pas que ça se répète la prochaine fois que j'ai un incident ou même lors d'un exercice, là. Donc, je veux m'assurer s'il y a des choses qui sont tombées entre deux chaises. C'est une observation, mais je veux que ça devienne une leçon apprise. Donc, je vais la documenter, je vais avoir un plan d'action, puis je vais aller modifier mon plan de continuité. Donc, avoir un plan d'action pour corriger ce que nous avons observé. En fait, c'est le fameux ici, là, c'est qui fait quoi, quand et comment. Donc, dans mon plan de continuité, on a dit que c'était une feuille de route, là. Donc, je veux savoir si j'ai 4 scénarios, si un des 4 scénarios, je te concrétise,
ben, dans mon plan, ça devrait être indiqué qui fait quoi, quand et comment. Puis encore une fois, le comment, ça peut être des pièces jointes là, dans tout. Si j'ai déjà des procédures écrites, là, donc je vais peut-être les attacher à mon plan. Donc, je vais me répéter encore, là, mais l'information doit être suffisamment détaillée pour être précise et exploitable. Donc, je peux utiliser en situation de stress élevé, pas descendre encore une fois des pages et des pages ou flipper des pages et des pages, mais aussi clair pour qu'elle soit accessible à tous les intervenants. Il faut toujours penser que le plan a été écrit pour certaines personnes en tête. Là, on a mis des rôles de responsabilité dans une situation où ces personnes-là ne sont pas disponibles pour raison, peu importe les raisons. Est-ce que quelqu'un d'autre dans mon équipe pourrait prendre le plan puis partir avec, là, puis de suivre le plan, de comprendre et de savoir qui fait quoi, quand et comment? Euh, je vais vous donner ici là, quelques scénarios, mais en fait, les 4 scénarios types, mais avec des exemples de stratégies puis de solutions. Euh, Encore une fois, selon votre programme de continuité, encore une fois, toute la définition commune, compréhension commune, là, avoir déjà pris des décisions, est-ce qu'on veut, dans nos plans de continuité, de se contenter d'aller au niveau de stratégie? Une stratégie, c'est plus à haut niveau, ou je vais aller au niveau plus granulaire, au niveau des solutions, là, des solutions. euh, la définition d'une stratégie, ça décrit l'approche générale à adopter pour répondre aux exigences de l'organisation en matière de continuité. Par exemple, le télétravail possible pour une période prolongée pour, si je regarde le scénario numéro 1, là, qui est perte d'accès au building, au site. Là, donc, ma stratégie sera le télétravail ou relocalisation d'employés temporairement dans un autre site ou usage d'un site relève spécialisé, organisé, planifié, maintenu, donc ce qu'on appelle là, un site de continuité ou diverses formes de transfert d'activité. Donc, j'ai absolument besoin d'une présence sur site, mais je sais qu'il y a une autre équipe qui fait exactement aussi similaire. Donc, je peux juste transférer le travail. Ça, c'est la stratégie. La solution, mais c'est détailler la manière dont la stratégie sera mise en œuvre. Ça va inclure les approches, les arrangements, les méthodes, les procédures, les traitements, les mesures qui peuvent être instaurées en tenant compte des coûts associés. Encore une fois, là, on l'a vu là, dans un des PP4 et PP5, là, c'est où je peux concevoir des stratégies, mais après ça, pour les mettre en place, là, ben, je vais peut-être m'asseoir avec mes gens de TI pour me dire, ben, ça va me coûter combien, là, cette stratégie-là? Je vais transférer mes appels d'un centre d'appel à un autre centre d'appel, mais est-ce qu'il y a des coûts? Est-ce que ça fait partie là, de l'infrastructure TI, technologique? Est-ce qu'ils vont absorber les coûts, etc.? Mais c'est toutes des choses qu'il faut déterminer avant de les documenter. Euh, donc, par exemple, quand je parle de télétravail, là, donc ma solution, la stratégie, c'est le télétravail. Ma solution, bien, ça va être de retourner les employés à la maison en leur demandant de se brancher peut-être juste le lendemain. Tout dépendant, encore une fois, ça dépend de l'heure de la situation. Je peux aussi, dans la solution, ça peut être ils vont faire du télétravail, mais je vais leur demander on va mettre en place un programme ou un processus pour qu'ils viennent chercher, si c'est du long terme, viennent chercher leurs écrans, leur docking station, leur casque d'écoute. Ou ma solution aussi, c'est la stratégie, c'est le télétravail. Ma solution, c'est de m'assurer que tous les employés, à tous les soirs, quittent avec leur laptop et leur équipement. Donc, si durant le soir ou avant la prochaine journée de travail, ben, on n'a pas accès à l'édifice, mais ils vont déjà être en mesure de travailler. D'autres exemples de scénarios, il faut me dire si on est correct dans le temps, Marie-Hélène, ou on a besoin de. On a presque. J'achève, là. Donc, on a le Oui. télétravail. OK, OK. On a le télétravail, on a ici différentes solutions. Donc, ça vous donne une idée là, des solutions pour chacune des 4 scénarios. Je vais peut-être arrêter ça là-dessus. De toute façon, on arrive vraiment vers la fin. Là. Donc, une des choses importantes, j'ai parlé de PP6, là, donc le PP6, c'est la pratique professionnelle numéro 6. Là. Donc, une fois que le plan est documenté pour le considérer comme étant terminé, quels sont les éléments à considérer? Ici, j'ai mis en anglais le Effective Challenge, c'est le challenge effectif, ou ce qu'on peut appeler aussi l'activité d'assurance qualité. On a souvent dans un concept là, de première, deuxième et troisième ligne de défense, la première ligne, c'est les unités opérationnelles là, sur le terrain qui sont responsables de la gestion quotidienne de leurs risques. La deuxième ligne, c'est souvent d'équipe corpo de continuité ou le gestionnaire de risque ou la conformité qui supervise les activités de la première ligne là, pour s'assurer qu'on définit les règles, on fournit les outils, etc.
La troisième ligne, souvent, là, c'est dans les organisations, c'est l'audit interne qui ont une évaluation, excusez-moi, indépendante et objective de l'efficacité globale du système de contrôle interne de la gestion des risques. Donc, chez vous, comment ça fonctionne, là? Ce qui est important ici à mentionner, c'est comment on fait pour approuver le contenu d'un plan. Qui l'approuve? Ça dépend comment vous avez défini comme rôle et responsabilité. Est-ce que c'est le propriétaire du plan, c'est le VP de la direction, etc. Puis l'assurance qualité, là, c'est souvent une chose qu'on ne fait pas peut-être au début, là, quand on est au niveau peut-être maturité débutant. C'est au niveau de l'assurance qualité, on veut s'assurer que bien que les sections soient complétées dans le plan de continuité, là, donc si on a un outil, que ce soit Word ou Excel, là, toutes les sections du plan sont complétées, mais qu'on se contente de ça. On ne fait pas l'évaluation ou on ne fait pas justement qu'on appelle le contrôle effectif. Ce qu'on veut, nous, c'est s'assurer que c'est un bon niveau de détail. Ce qui est écrit, ça se tient, ça fait du sens. Encore une fois, qu'on a parlé d'exploitable puis utilisable par différents niveaux d'intervenants, des parties prenantes au niveau de l'organisation. Donc, ça peut peut-être dire quelque chose pour la personne qui l'a complété, mais même moi, en tant que supérieur en continuité, au niveau corpo, je lis ça, puis c'est plein d'acronymes, je ne comprends pas, c'est très, très vague. Donc, l'assurance qualité me permet de valider, avoir une certaine cohérence. En fait, l'objectif de tout ça, c'est de garantir le déploiement des solutions pour avoir un plan exploitable. Donc, ce n'est pas juste vert ou une coche que le plan est complété, toutes les sections sont complétées, c'est est-ce que le contenu fait du sens. Donc, un mot aussi, ce que c'est super important, ne cherchez pas la perfection. Okay? Donc, les plans vont gagner en maturité au fil des années. À toutes les fois qu'on va réviser les plans, on peut aller dans un niveau de détail, on peut exiger, peut-être avoir des exigences un peu plus hautes. On peut dire qu'en 2025, premier tour de roue, on veut s'assurer que les plans sont faits. En 2026, bien, on va peut-être, si on a eu des incidents ou si on a eu des demandes de la direction, on va peut-être aller un peu plus en détail pour certains scénarios, la perte des systèmes, etc. Donc, on veut s'assurer au fil des années qu'on a, on a des plans, un programme mature. Donc, c'est vraiment important là, le premier tour de roue, la première fois qu'on fait ça, là, de ne pas chercher la perfection. C'est de s'entendre quel niveau de détail on veut, mais il ne faut pas que ça soit parfait. Là. Puis de toute façon, c'est toujours le fameux ça dépend. On peut avoir écrit plein de scénarios, on a nos 4 scénarios, plein de solutions, mais quand ça va arriver, ça va être quelque chose avec un petit changement qui va faire. On a dit que nos plans, il faut qu'ils soient modulables, flexibles. Là, donc, encore une fois, ne cherchez pas la perfection dans vos plans. Si on pense qu'on est capable, la stratégie fait du sens, on a quand même un bon niveau de détail, là, la perfection viendra plus tard. Donc, je termine là-dessus en conclusion. Pour moi, la planification est aussi importante que le plan. On l'a vu, là, c'est pas juste la documentation du plan, c'est toutes les discussions qu'on a avec les gens qui sont responsables de la continuité au sein de l'organisation. Puis encore une fois, ça dépend de votre organisation. Êtes-vous une équipe de 1 personne, de 2 personnes? Avez-vous un lien direct directement avec la haute direction? Donc, la planification, ça inclut la définition d'une compréhension commune qui va répondre aux attentes de l'organisation. C'est aussi important que le plan lui-même. Donc, moi, je veux livrer quelque chose qui va répondre aux attentes de l'organisation, mais il faut que je les connaisse, les attentes de l'organisation. Il faut bien définir les rôles et les responsabilités. Donc, propriétaire du plan, administrateur, gestionnaire, contributeur. Il faut impliquer les gens qui font le travail, autant les gens sur le terrain, les experts, que les SMI qu'on appelle les subject matter experts, là, les gens de TI, nos partenaires. Que le plan doit être pré-étudié, consulté en tout temps, là, donc avant la prochaine crise, donc le maintenu à jour, bien définir la maintenance. Est-ce que c'est à la date d'anniversaire du plan? Donc, si en date du 13 mai, je fais approuver mon plan, est-ce que ma date d'anniversaire devient le 13 mai? Avez-vous une date commune pour tous les plans de continuité au sein de l'organisation, etc.? Donc, c'est à vous de décider ça. Et finalement, il faut que le plan soit structuré, facile à naviguer, bref, exploitable. Là. Donc, collé à la réalité de l'organisation. Marie-Hélène, j'ai fini. J'espère que j'ai dépassé un petit peu, là. Donc, merci beaucoup. Je te repasse la main. C'est super. Merci, Hélène. Donc, je vais juste
Tant pour les questions, par contre, dans le chat, vous voyez à l'instant, je vais déposer une adresse courriel. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions à cette adresse courriel-là. On va les faire parvenir à Hélène et puis on va pouvoir vous faire parvenir les réponses également. Donc, n'hésitez vraiment pas, ça va nous faire plaisir. Et puis, juste quelques petites secondes pour vous dire que dans le fond, chez Premier Continuum, on est partenaire de formation du Business Continuity Institute et on offre plusieurs cours en français. En fait, tous les cours possibles, nous les offrons la plupart en français. Notamment, on a un nouveau cours sur le bilan d'impact sur les activités qui est offert cette année, qui a été revu et tout ça. Donc, on se rappelle que le BIA, comme Hélène l'a dit, c'est la base pour avoir un plan de continuité qui se tient. Donc, je vous invite à aller voir sur notre site. Et puis, encore une fois, merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire Perspective. On espère que ça va résonner dans votre quotidien, que vous sortez d'ici inspirés. Vous allez tous recevoir l'enregistrement et la présentation par courriel dans les prochains jours. On vous invite également à vous inscrire à notre infolette pour recevoir nos nouvelles. Également, les prochains webinaires Perspective qui s'en viennent en 2025. Vous pouvez vous connecter également sur LinkedIn. Donc, merci pour votre temps et merci pour votre intérêt. Et puis, on vous souhaite de passer une très belle fin de journée.